À partir de ce moment, je pus conduire seul la traction de mon père. Il me mit souvent à contribution, d'autant qu'il était régulièrement handicapé par de douloureuses crises de gouttes qui l'immobilisaient à la maison. Il lui arrivait aussi de me demander de l'accompagner pour une mission un peu particulière. Chaque mois, il assurait la paie pour le lait collecté dans les fermes. Pour cela, il devait aller à la Banque de France, située dans la ville de Cognac, située à 25 km. Il y retirait l'argent nécessaire à la paie. À cette époque, il n'était pas prévu de pouvoir se faire livrer l'argent par une société de convoyage de fonds. Nous devions nous organiser par nos propres moyens. La somme retirée, à chaque début de mois, était importante. Mon père était conscient du risque que cela comportait. Nous y allions, en variant le jour, l'heure et quelquefois le parcours, afin de déjouer un éventuel risque d'attaque durant le voyage. Mon père transportait les espèces dans une simple serviette en cuir, afin de ne pas attirer l'attention durant le trajet. Au retour, l'argent était mis à l'abri dans un gros coffre-fort installé dans la salle de séjour de notre appartement. Celui-ci était suffisamment lourd pour qu'il ne puisse pas être déplacé sans un moyen adapté pour sa manipulation. Heureusement, nous n'avons jamais eu à déplorer un quelconque incident. Les jours suivants, mon père préparait la paie en répartissant l'argent retiré à la banque entre les sociétaires, proportionnellement aux quantités de lait récoltées durant le mois dans les différentes fermes réparties sur le territoire de la coopérative. Les laitiers étaient ensuite chargés de distribuer les enveloppes contenant les sommes dues aux intéressés. Préalablement, mon père et Paul Hénard, le directeur de la laiterie coopérative de Matha, s'étaient concertés pour fixer en commun le prix du litre de lait. Ce prix pouvait varier d'un mois à l'autre. Il était fonction des rentrées d'argent, elles-mêmes dépendantes du prix auquel le beurre avait été vendu aux différents acheteurs. La plus grosse partie de la production était écoulée auprès des mandataires des halles de Paris sous forme de mottes de 10 kilos. Le cours du beurre variait selon l'offre et la demande. Le reste de la production était empaqueté sous forme de plaquettes de 250 grammes et vendu dans le commerce local, principalement auprès du marchand de produits laitiers, M. Martin, qui tenait un banc sous le marché couvert de Cognac. Une autre partie des plaquettes de beurre était également vendue dans le magasin de la coopérative des Charentes et du Poitou, situé à Beauvais-sur-Matha. Enfin, le reste de la production était vendu directement à la laiterie, dans le bureau de mon père, et aux sociétaires par les laitiers durant leur tournée journalière. Ma sœur me rappelait récemment que notre vieille voisine Léopoldine traversait régulièrement le village pour venir chercher sa plaquette. Elle amusait beaucoup mon père, et parfois même elle l'énervait un peu, en précisant à chaque fois « Je veux du beurre bien frais et fabriqué le jour même ». Une fois, son achat payé, avant de le mettre dans son sac et de prendre le chemin du retour, elle ne manquait jamais de se faire confirmer qu'on avait bien tenu compte de cette exigence. Je crois pouvoir dire, ajoutait ma sœur, que pas une fois elle ne dérogea à cette règle, tant dans notre famille la chose était devenue légendaire. La tradition voulait qu'en Poitou-Charentes, le beurre fabriqué dans les laiteries soit du beurre doux, et il était très apprécié de la population. Certaines laiteries de la région des Deux-Sèvres étaient particulièrement renommées, et cela avait une incidence non négligeable sur leur prix de vente et par conséquent sur le prix du lait payé aux agriculteurs. Toutefois, l'hiver,
Sa texture était plus ferme et il se tartinait moins bien. Sa couleur aussi était plus pâle. Aussi les laiteries, sous la pression des consommateurs, finirent par ajouter du carotène dans sa composition pour lui rendre une couleur plus conforme à l'attente de la clientèle. Le beurre breton était du beurre fermier, moins apprécié, car sa conservation à la belle saison était plus problématique. Pour pallier cet inconvénient, il était salé. Par contre, l'hiver, sa couleur convenait mieux à l'attente des clients. Un jour, M. Martin de Cognac souhaita que mon père lui livre du beurre salé pour satisfaire sa clientèle. Il accepta et entreprit de fabriquer du beurre demi-sel en incorporant 2% de sel dans la composition du produit, au lieu des 4% utilisés dans la fabrication du beurre salé. La plaquette de 250 grammes de ce nouveau produit fut vendue au même prix que celle du beurre doux, ce qui fit dire à mon père « Finalement, c'est tout bénéfice. Je vends le sel au prix du beurre, ce qui est très rentable. » C'est ainsi que la mode du beurre demi-sel fut lancée, non pas pour des motifs de conservation, mais pour satisfaire la demande du public. La mouleuse empaqueteuse de marque Kustner était une mécanique de précision qui permettait d'empaqueter des plaques de beurre en les calibrant au gramme près. Comme toute machine de précision, il lui arrivait de se dérégler ou de tomber en panne. Il fallait alors faire appel à un technicien spécialisé, capable en un temps record de la réparer, car la production était interrompue jusqu'à sa réparation et la fabrication du beurre était journalière. Il y avait peu de spécialistes capables d'un tel dépannage. Celui qui intervenait lorsqu'un incident survenait demeurait à Genève, en Suisse. Dès son arrivée, il se mettait au travail, œuvrant toute la nuit s'il le fallait. Nous étions tous admiratifs devant sa compétence et la précision de son geste. Il était capable, durant des heures, de façonner et de refaire une pièce défectueuse à l'aide d'une lime sur un établi miniature qu'il transportait toujours avec lui dans une petite valise contenant les outils utilisés lors de ses interventions. Comme il était intervenu plusieurs fois au cours des années 50 et 60, nous avions fini par sympathiser avec lui. Durant les 48 heures de son séjour, il prenait pension chez Pirette, dans le petit hôtel de préfecture situé sur la place centrale à Beauvais-sur-Matha. Mais souvent, à midi ou le soir, ma mère lui préparait et lui servait un repas pour lui permettre de ne pas s'interrompre trop longtemps au cours de ses interventions. À cette époque, mon père possédait une petite chienne de chasse nommée Bibiche. Monsieur Girard, c'était son nom, aimait faire bisquer ma petite sœur en appelant la petite chienne Bibèche. Aussi avions-nous fini, entre nous, par l'appeler Monsieur Bibèche. Un jour, il nous fit la surprise de venir nous rendre visite, accompagné d'un de ses copains au cours de ses vacances. Il possédait de magnifiques motos rutilantes et avait entrepris un grand périple sur ses superbes engins. Contrairement aux motos plus ou moins pétaradantes, leur moteur avait un son particulièrement doux. M. Bibèche apportait le même soin à l'entretien de sa moto qu'à la remise en état des machines qu'il était amené à réparer dans l'exercice de son métier.